Alors, l'électromagnétisme. Vaste sujet. Comme son nom l'indique, il y a de l'électrique et du magnétique. Électromagnétisme. Donc, il y a deux éléments qui sont connus depuis très longtemps. L'électricité, bon, c'est connu via ce qu'on appelle les phénomènes électrostatiques, mais on va définir ça mieux. Vous savez que électron, ça vient du nom grec pour l'ambre. L'ambre jaune, ça s'appelle électron en grec. Voilà. Avec un K, oui. Enfin, c'est écrit avec des lettres grecques normalement, donc avec l'alphabet grec, mais admettons. Oui, en fait, donc c'est ça. Si vous frottez de l'ambre, ça attire des petits bouts de poussière, des cheveux, des choses comme ça. Donc c'est ces aspects-là qui étaient connus depuis longtemps, mais de là à les comprendre. Et puis le magnétisme, donc Magnésie, hein, la ville aussi de la Grèce antique, en Turquie moderne d'ailleurs, où on trouve ces pierres d'aimant, hein, ces pierres avec donc des phénomènes d'aimant. Pareil, qui sont donc connus, mais très mystérieux en fait. C'est vraiment, ces deux aspects-là sont très éloignés de la physique, de tout ce qu'on a vu, de la mécanique, de la physique qui nous est très intuitive. Deux aimants qui se repoussent, c'est pas intuitif. Vous donnez à un enfant deux aimants, même à un adulte, c'est quand même, il y a un truc étrange. Ça sort vraiment du cadre, enfin, ça a l'air de sortir du cadre de la physique standard, où pour faire bouger un corps, il faut pousser dessus, quoi. Si je fais dès que ça repousse, ça vous dit, il y a un truc magique, quoi. La mécanique, en général, alors sauf pour la gravitation, on est habitué à des forces de contact, surtout. La gravitation, quand même, c'est un truc, d'ailleurs, assez mystérieux aussi. Si je lâche quelque chose, il tombe. On a mis pas mal de temps à comprendre que c'était les masses qui s'attiraient, hein, vous savez, c'est Newton, etc. Mais le magnétisme et l'électricité, c'est des phénomènes qui ont mis beaucoup de temps à être décrits dans le cadre de la physique standard. Et essentiellement, on a commencé à comprendre un peu ce qui se passait au cours du XVIIIe siècle. Hein. Et donc, on va traiter l'électromagnétisme général avec les équations de Maxwell. Donc, évidemment, pas d'électromagnétisme quantique ici. On a fini par comprendre que ces deux phénomènes étaient liés. Et pour le comprendre, il a fallu parvenir à générer des courants. En fait, le magnétisme est produit par des courants de charge qui elles-mêmes produisent des champs électriques. Donc, il y a la notion de champ électrique et magnétique qui est apparue tardivement, et c'est vraiment une avancée majeure dans l'histoire de la physique, la compréhension de cette notion de champ, on va y revenir, Faraday, etc. Le début de cette histoire, dans le cadre de la physique, c'est vraiment la force de Coulomb qui s'exerce entre deux charges. Donc si vous avez... Alors, Coulomb réalise... Waouh. Quel athlète. Réalise... donc ça, c'est la loi de Coulomb en 1785. Coulomb réalise qu'en fait, il y a deux sortes d'électricité. Il y a l'électricité qu'on obtient quand on frotte un bâton de verre, et puis il y a l'électricité qu'on obtient quand on frotte de l'ambre, justement. Hein. Donc il y a l'électricité vitreuse et résineuse, comme on l'appelait avant. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui charge plus et charge moins. Donc, expérience standard, vous chargez un petit bout d'aluminium, je ne sais pas, un petit bout de métal ou d'autre chose, n'importe quoi d'ailleurs, quelque chose qui peut tenir les charges. Donc il faut que le fil soit isolant, sinon... ou au moins quelque chose soit isolant
dans le dispositif. Et puis vous avez un autre élément chargé, par exemple une autre petite boule chargée. Si elles sont chargées du même type d'électricité, elles se repoussent. Et si elles sont chargées du type opposé, elles s'attirent. La force est proportionnelle à la charge et dépend de la distance. Plus on est loin, moins la force est grande. Et donc, Coulomb montre qu'on peut écrire la force qu'une charge Q1, enfin, si j'ai une charge Q1 ici et une charge Q2 ici, Coulomb montre que la force qui s'exerce entre ces deux éléments chargés est donnée par une certaine constante fois Q1, Q2 sur la distance au carré, et ça s'exerce dans la direction, enfin dans le long de la ligne qui relie les deux charges. Donc si j'ai Q1 ici et Q2 là, alors la force que 1 exerce sur 2 s'écrit comme ça, U12. U12, c'est donc le vecteur unitaire qui va de 1 à 2, il ne va pas vraiment là, et qui vaut en fait R sur norme de R, hein, c'est-à-dire M1, M2 sur norme de M1, M2. Okay, le vecteur unitaire qui relie les deux. Alors c'est extraordinaire ça parce que ça prend en compte automatiquement les deux types d'électricité, les deux types de charges électriques. Mathématiquement, si Q1 est du signe opposé de Q2, vous voyez que cette force est attractive, parce que ça va être négatif, donc la force que 1 exerce sur 2 va aller de 2 vers 1. Et si elles ont la même charge, la force va être répulsive. Donc ça prend en compte les cas possibles, que ce soit Q1 qui est négatif et Q2 positif, ou l'inverse, c'est le produit des deux qui, s'il est négatif, conduit à une force attractive, et s'il est positif, conduit à une force répulsive. Par conséquent, ce qu'on appelle charge plus ou charge moins est complètement arbitraire. Il y a deux types de charges, enfin 3 si on considère que pas de charge, c'est un certain type de charge, mais bon. Donc, les particules, les corps, peuvent être porteurs d'une certaine caractéristique qu'on appelle charge électrique, qui est une grandeur physique, au sens où elle est quantitative, au sens standard des grandeurs physiques. Il y a un sens à dire, il y a 2 fois plus de charge, la charge est 2 fois plus grande ou 7,5 fois moins grande, donc on pouvait faire des rapports. Maintenant, quelle est l'unité de la charge? Bon, ça, c'est pareil, c'est arbitraire. Tout va dépendre de cette grandeur-là. De même que quand vous écrivez la force de gravitation, j'ai M1, M2, la force que 1 exerce sur 2 égale moins Gm1, M2 sur R2, UR, enfin U1, 2 si vous voulez, où R est la distance entre 1 et 2. Vous voyez qu'il y a une ressemblance assez nette entre ces deux expressions. La masse, on définit une unité, on dit ça c'est 1 kg, mais il suffit de changer l'unité pour changer la valeur numérique de la masse, et à ce moment-là, vous allez changer la valeur de ce coefficient. Donc on peut redéfinir la masse de telle façon que G soit égal à 1, par exemple. De même qu'on peut redéfinir la charge de telle façon que K soit égal à 1. La valeur numérique de la charge ne veut rien dire en soi. Ce qui compte, c'est les rapports de charge. Alors, pour l'unité de charge qui a été choisie, cette constante ici se réécrit en fait 1 sur 4pi epsilon 0, avec epsilon 0 qui vaut quelque chose dans les unités correspondantes. Alors, je vais le réécrire comme ça, 1 sur 4pi epsilon 0 R2. Je reviendrai peut-être après sur les unités. On en a déjà dit un mot au début de l'année, si je me souviens bien. Vous savez qu'il y a eu une redéfinition récente, très importante, des unités. Quoi qu'il en soit, donc l'unité de la charge électrique, c'est le coulomb.
en l'honneur de Coulomb, justement. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, le Coulomb est défini de telle sorte que la charge élémentaire d'un électron soit, alors la charge élémentaire E, l'électron a une charge opposée, c'est 1,6, c'est quelque chose, enfin un nombre bien défini, 10 puissance moins 19 Coulomb. Donc une certaine valeur. On a défini le Coulomb et il s'avère que l'électron a cette charge-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc les charges électriques, on l'a découvert bien plus tard, sont quantifiées. Vous ne pouvez avoir que des multiples entiers de la charge élémentaire. Bon, ok. Donc c'est une propriété quantique qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on va raconter là, puisqu'on va rester dans le cadre de l'électrodynamique classique des équations de Maxwell. En tout cas, donc voilà, vous avez des charges qui peuvent être positives ou négatives et qui obéissent à cette force-là. Le lien avec le magnétisme a été découvert peu à peu, en particulier par l'effet magnétique des éclairs, de la foudre. Les marins se rendent compte que les boussoles s'agitent quand il y a un éclair, par exemple. Mais c'est très difficile à étudier le lien entre magnétisme et électricité parce qu'on ne dispose pas de source de courant. Or, il s'avère que c'est le courant qui génère le magnétisme. Alors, quand vous avez un éclair, évidemment, vous avez des charges en mouvement, ça c'est un courant électrique, et donc ça génère des champs magnétiques. Donc, sauf que vous ne pouvez pas contrôler les éclairs, pas facilement en tout cas. Donc vous avez des décharges comme ça ne permet pas de faire beaucoup de science. L'invention absolument majeure qu'Einstein considère comme la plus importante invention de l'histoire de l'humanité, c'est la pile électrique. Donc ça c'est Volta et Galvani. Deux Italiens qui ont été longtemps concurrents, qui avaient des idées assez différentes sur ce qu'est l'électricité, mais qui ont fini par maîtriser un petit peu la génération de courant, justement, en inventant la pile, donc la pile électrique. Donc vous savez, chimiquement, on appelle ça pile parce qu'on empile des électrolytes, des électrodes, des différentes, du zinc, du cuivre, avec un électrolyte qui permet de faire passer les charges tout en les laissant distantes. Enfin bref, je ne fais pas la théorie de la pile, peut-être on fera un exo, mais vous avez dû voir ça en chimie. Donc la pile électrique, c'est vraiment au début 1800, je crois que c'est en 1802, elle est présentée à l'Académie des sciences de Paris, je crois, je ne suis plus tout à fait sûr. Enfin, en tout cas, c'est vraiment début 19e. À partir du moment où on a des piles, alors on peut faire un courant continu. Donc les seuls courants qu'il y avait avant, c'était des courants de décharge, ou alors les charges au repos. Et ça, c'est donc pas un courant électrique. Les expériences de Coulomb, c'était avec des charges fixes. Donc à partir du moment où on invente la pile, on peut fabriquer des courants continus. Et là, ça va très vite, parce que très rapidement, on s'aperçoit effectivement que les courants génèrent des champs magnétiques, c'est-à-dire des champs capables de faire varier l'orientation d'une aiguille aimantée, par exemple, d'une boussole. Donc ça génère... Alors, ça génère des champs, je vais dire, ça génère des effets magnétiques, parce que au départ, la notion de champ n'est pas présente. Ça génère des effets magnétiques. Et puis, il y a le phénomène d'induction, où on voit que déplacer des aimants, par exemple, peut générer un courant électrique.
Donc c'est le phénomène inverse, en quelque sorte. Et il faut des champs variables dans des conditions spécifiques qu'on verra évidemment en détail, la fameuse loi de Faraday. Donc des variations de champ B, alors, dans certaines conditions, génèrent des courants électriques. Donc si vous faites passer dans un fil un courant électrique, il y a un effet magnétique. Par exemple, si vous avez une petite boussole, petite aiguille aimantée, si vous faites passer du courant ou si vous ne faites pas passer, l'aiguille ne va pas s'orienter de la même façon. Inversement aussi, vous pouvez montrer que... Donc ça, c'est le courant dévie les aiguilles aimantées. Inversement, un aimant peut dévier le courant. Donc ça, c'est une expérience classique aussi. Vous mettez dans l'entrefer d'un aimant. D'accord ? Là, il y a un fort champ magnétique, par exemple, un pôle sud, un pôle nord, on verra ça en détail. Et si vous faites un arc électrique, d'accord, une décharge, un arc électrique, eh bien, si vous générez l'arc électrique entre les pôles d'un aimant, l'arc va se déplacer. Donc le champ magnétique dévie, le courant dévie les charges électriques. Donc il y a un effet du champ B sur les charges. Initialement, l'effet magnétique est connu uniquement entre objets magnétiques, entre deux aimants. Ils peuvent s'attirer, induire des rotations, se repousser si vous les mettez pôle contre pôle. Mais l'effet sur les charges, c'est quelque chose de différent. Donc en fait, le champ magnétique se manifeste par une action sur les charges électriques. Et donc finalement, sur une charge électrique, s'exerce une force électrique, mais peut s'exercer aussi une force magnétique. Et on arrive comme ça à l'expression de la force générale subie par une charge électrique, ou plus exactement par un porteur de charge électrique. On dit par abus de langage, soit une charge électrique, non, c'est soit un corps porteur d'une charge électrique. Il faudrait dire à chaque fois porteur de charge, mais bon. Donc une charge électrique Q subit dans un champ électromagnétique, enfin dans un champ électrique et magnétique, une force F égale Q facteur de E plus V vectoriel B, donc QE plus V vectoriel B. Donc ça, c'est la force fondamentale qui relie les champs E et B et la charge à la force donc subie par la charge. Monsieur, oui. C'est quoi la force de Lorentz? Eh bien, c'est ça. C'est quoi la différence entre la force de Lorentz et la force de Coulomb? Alors, il y a une ambiguïté sur force de Lorentz. Ça, c'est la force de Coulomb. Moi, dans le temps, j'appelais ça force de Lorentz, mais on m'a dit, vous m'avez dit, d'année en année, qu'en fait, on appelle force de Lorentz tout ça, et ça, c'est la force magnétique. C'est bien ça, hein? Ouais. Ah non, la place, c'est la résultante de la force magnétique sur un fil dans lequel passe du courant. On verra ça après. Oui, on verra ça après. Et donc tout ça, c'est la force de Lorentz. Bon, sauf que là, j'ai fait un saut très important dans l'histoire en introduisant tout de suite les champs, alors que ça a mis un peu de temps à venir. Enfin, un peu de temps. Entre l'invention de la pile et l'introduction des champs,
il y a 20, 30 ans. D'accord. Donc c'est quand même très rapide, mais ça c'est vraiment une découverte majeure. Et pour l'expliciter, on va commencer par la force de Coulomb. Donc F égale Q1, donc la force que 1 exerce sur 2, c'est Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0, R2, U1, 2. Ça, c'est la force telle qu'elle est, c'est la force de Coulomb. Mais en fait, on peut... Oui. Je suis désolée. Non, Il y a pas- quelque chose que je comprends pas. Ouais. Parce que ici, on est en train de dire que la force de Coulomb, c'est qu'on a une charge Q Ouais. auquel on applique un champ E, Ouais. et donc que la force de Coulomb, c'est la charge fois le champ. Ouais. Et là, on est en train de dire que la force de Coulomb, c'est la force qu'il existe entre deux charges différentes. Ouais, exactement. Alors, Et c'est censé être la même charge. oui, 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 C'est la oui, même oui. charge. Et c'est ça la grande invention. C'est exactement le point clé de l'invention du champ, enfin de l'introduction, de la découverte de la notion de champ électrique. C'est que ça, on peut le réécrire Q1 fois, ou, pardon, Q2 fois Q1 sur 4 pi epsilon 0 R2 U1, 2. Et ça, c'est le champ créé par la particule 1 à l'endroit où se trouve la particule 2. Alors l'invention est là. Alors on en a déjà parlé quand on a vu la gravitation. Vous savez que Newton était très intrigué par le fait que la Terre puisse, enfin le Soleil puisse attirer la Terre, et réciproquement d'ailleurs, à distance comme ça instantanément. Comment la Terre peut-elle savoir où est le Soleil pour savoir quelle est la force avec laquelle elle est attirée dans telle ou telle direction? Cette action à distance très mystérieuse, en fait, n'est pas une action à distance, mais une action locale entre le champ gravitationnel créé par le Soleil et le corps massif Terre qui se trouve là où il se trouve. La même chose se produit ici, Q1, Q2. La vision initiale de Coulomb, c'est il y a deux charges, elles s'attirent avec la force en question. Comment ce corps-là, si j'écris l'équation du mouvement de ce corps-là, je vais avoir M2 D2 de R2 sur dt2, la masse fois l'accélération, qui est égale à la force subie. Si je néglige toutes les autres forces, ça va valoir donc la force que 1 exerce sur 2, c'est-à-dire Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0, R2, si vous voulez, oui, ok, UR sur R2, U1, 2, voilà. Sur la distance sur M1, M2 au carré, voilà, si vous préférez. Enfin, voilà ce que j'appelle R2. Voilà. Sauf que donc, la force qui s'exerce là dépend effectivement de la présence de cette charge-là quelque part ailleurs. Comment cette charge-là peut-elle savoir qu'il y a ailleurs une certaine charge qui a une certaine valeur et donc qui se trouve dans une certaine direction? Comment cette force-là peut-elle... comment cette force peut émerger et venir affecter le corps Q2 alors qu'elle est générée par quelque chose qui vient d'ailleurs? C'est très mystérieux en fait. La réponse à ça, c'est justement l'introduction du champ. C'est un changement complet de perspective. Cette force-là, en fait, ce n'est pas l'action de Q1 sur Q2. Ce qui se passe, c'est que Q1 crée partout dans l'espace quelque chose à quoi la charge Q2 réagit. En fait, Q1 crée un champ électrique partout dans l'espace, et Q2 n'est pas du tout sensible à la présence de Q1. Q2 est sensible à la présence du champ là où elle se trouve. Donc Q1 crée un champ partout dans l'espace, et Q2 qui est ici réagit au champ qu'il y a là. Si Q2 est ici, eh bien il réagit au champ qu'il y a là. Elle se moque de savoir
qui a créé ce champ? Où est la particule? Est-ce que c'est une charge très importante qui est très loin ou une charge toute petite qui est tout près? Peu importe. La particule, enfin, chaque charge réagit au champ qui se trouve là où elle se trouve. Et donc, effectivement, c'est exactement le passage entre cette force-là et celle-ci. C'est une trivialité que ça est égal à ça. Mais ça change tout conceptuellement, puisque ici, vous avez un champ vectoriel, enfin un vecteur, qui vaut ce qu'il vaut à l'endroit où on se trouve. Donc la force que subit 2, c'est Q2 fois la valeur de ce champ-là. Et la valeur de ce champ-là ne dépend pas de Q2 pour le coup. Ça dépend d'où il se trouve, bien sûr, mais c'est ça justement l'idée. Mais ce champ-là, il est créé par la charge 1, il vaut ce qu'il vaut. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'une charge Q située quelque part dans l'espace crée un champ, crée, je dirais, universellement partout dans l'espace, un champ E qui vaut Q sur 4pi epsilon 0 R2 UR, où UR, c'est le vecteur unitaire partant de Q et allant. Donc c'est comme, enfin, on met Q à l'origine, si vous voulez. Si Q est au point O, enfin voilà, on a UR comme ça. Et donc une charge Q crée un champ vectoriel dans l'espace. En ce point-là, ça vaut ça. En ce point-là, qui est plus près, alors d'abord la direction, c'est celle-là. Comme il est plus près, le champ est plus grand. En ce point-là, qui est plus loin, le champ est plus petit et la direction est toujours radiale comme ça à partir de la charge. Donc vous avez un champ électrostatique. Ça s'appelle le champ électrostatique. Créé par la charge Q. Au point O. Vous avez un champ électrostatique, c'est-à-dire qu'en chaque point, il y a une certaine valeur de ce vecteur, donc une direction et une norme. La norme décroît en 1 sur R2. Elle est proportionnelle à la charge en question. Si je mets 2 fois plus de charge là, j'aurai le même champ mais fois 2, c'est-à-dire en fait chaque vecteur sera 2 fois plus long, si vous voulez, en prenant une convention pour représenter l'unité du champ électrique en longueur sur le tableau. Et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment un changement conceptuel majeur qui à la fois permet de comprendre ces actions à distance qui n'en sont pas en fait, et qui permet de séparer, oui, qui permet aussi, oui. C'est juste une question de vocabulaire. Parfois, Ouais. on entend champ électrique, c'est faux ou... Alors, on peut appeler champ électrique le champ électrostatique. Je l'appelle volontairement ici électrostatique pour bien préciser qu'on est dans une situation statique au sens où la particule Q est fixe dans le référentiel où on se place, évidemment, dans son propre référentiel. Mais si elle bouge, ça... Alors voilà. Champ magnétique, mais, Alors voilà, le point maintenant, c'est ça, c'est que si elle bouge, qu'est-ce qui se passe? Si la charge Q se retrouve là, le nouveau champ maintenant créé par la charge Q qui est ici, ça va être quoi? En ce point-là, ça ne va plus être ça. En ce point-là, ça va être ça. D'accord? En ce point-là, tiens, ça va toujours être dans cette direction-là. Par contre, ça va être un peu plus grand puisqu'elle est plus près. D'accord? Et puis en ce point-là, ça va être comme ça. Donc, quand la charge bouge, l'ensemble de la configuration du champ bouge. Ça, c'est un problème. Parce que comment ce point-là, comment la variation, le déplacement de la charge ici, peut-il induire instantanément une variation du champ électrique ici? Il faudrait que ça se propage plus vite que la vitesse de la lumière, que l'information de la position de ce corps-là se propage plus vite que la vitesse de la lumière. Et justement, ça ne peut pas. Non, c'est juste que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand la charge se déplace, eh bien,
la modification du champ se propage par une onde électromagnétique, en fait, et donc de proche en proche, ça va se modifier, et la modification ici n'interviendra pas avant un temps minimal qui est le temps mis pour aller de là à là à la vitesse de la lumière. D'accord ? Ça va se modifier petit à petit. Et ça, j'arrive. Et ça, c'est un peu compliqué à expliciter, mais c'est ce que permettent de faire les équations de Maxwell. En fait, les équations de Maxwell permettent de rendre compte, les équations de Maxwell complètes, permettent de rendre compte de ce qui se passe, ce qui arrive au champ E et B, lorsque les choses bougent. Et donc, j'ai parlé de champ électrostatique parce que quand je dis le champ vaut ça, je suppose qu'il est établi depuis de toute éternité. Et donc, même très très loin, le champ, il est ce qu'il est. Il a eu le temps de... Enfin, le point de l'espace à l'autre bout de l'univers a eu le temps de savoir qu'ici, il y a une charge et de réagir en fonction d'eux. Donc, le champ électrostatique, c'est le champ que crée une charge immobile depuis toujours. Évidemment, en vrai, dès qu'il y a une charge qui bouge, il va falloir modifier la valeur du champ électrique et le modifier de proche en proche, en respectant le fait que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Hein, la théorie de la relativité, en fait, fait suite à la découverte des équations de Maxwell, et ce n'est pas par hasard. Ce qui est remarquable, c'est que dans l'électromagnétisme est inscrit le fait que rien ne peut se déplacer, enfin, en tout cas, que les phénomènes électromagnétiques ne peuvent pas se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Vous aviez une question? Ouais. Justement, je me demande comment on a trouvé, comment on a évalué la vitesse de modification d'un champ. Je n'arrive pas à savoir comment ce représentant est fait. Eh bien, on va l'établir ensemble, petit à petit. On va voir comment s'établissent les lois de l'électromagnétisme. On va trouver des lois, les physiciens du 19e siècle ont trouvé des lois qui régissent le champ E, ont trouvé des lois qui régissent le champ B, et ont trouvé en fait qu'elles étaient mêlées, c'est-à-dire que le phénomène électrique et le phénomène magnétique sont liés, au sein d'un ensemble théorique qui est représenté par les équations de Maxwell. On a 4 équations qui sont couplées, qui couplent le champ E, le champ B. Et quand on regarde droit dans les yeux ces équations, on voit qu'il y a une équation d'onde, une équation de propagation des ondes électromagnétiques. Et en fait, ces 4 équations de Maxwell, à elles seules, permettent de rendre compte de l'ensemble des phénomènes électromagnétiques et de comprendre comment ces choses se produisent. Ok, ouais. D'accord, avec l'équation c'est bien, mais ce que j'aimerais c'est dire, il y a eu cette expérience un jour où on a pu voir autrement que par les équations. Est-ce que les équations ça vaut rien sans l'expérience, sans l'observation? Du coup, on a dû les mettre en confrontation avec quelque chose. Je vais avoir du mal à ne pas réagir à ça, mais je vais essayer. D'accord. Justement, je vais vous chercher pour une réponse. Non, mais c'est bien. Non, mais en fait, oui, on a trouvé les équations à partir des expériences. Effectivement, on a vu comment se comportait le champ E, comment se comportait le champ B, on a vu les liens entre eux et ça a fait naître des équations. Une fois qu'on a eu ces équations, et ça c'est important historiquement, après avoir eu ces équations, on s'est aperçu qu'il y avait la possibilité de voir des ondes se déplacer. Et après, on a fait l'expérience, c'est Hertz essentiellement qui a fait ces expériences de propagation de phénomènes de signaux électromagnétiques, après avoir vu les équations de Maxwell. Alors ceci dit, le fait que les choses se propagent, quand vous avez un éclair qui tombe ici, et que vous voyez que ça fait dévier votre aiguille aimantée là, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui se propage. Maintenant, à quelle vitesse? Ça va tellement vite. Oui, c'est sûr que si vous pouviez avoir une aiguille, une petite boussole là, une autre là, et que vous voyez, oh celle-là bouge, puis celle-là, vous regardez la différence de temps par rapport à la différence de distance, et vous avez la vitesse. Ouais.
Sauf qu'en fait, c'est la vitesse de la lumière, et ça, en pratique, on ne peut pas le faire. Maintenant, oui, parce qu'on a de l'électronique qui réagit à la nanoseconde, donc ça, on peut le faire, on peut le voir, évidemment, comment ça marche. Mais à l'époque, évidemment pas. Et donc, non, on n'a pas vu se propager des phénomènes, on n'a pas pu mesurer la propagation des phénomènes électromagnétiques par une expérience, mais on a vu les ondes électromagnétiques apparaître dans la théorie, et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a vu la vitesse des ondes électromagnétiques qui apparaissaient dans la théorie, on a vu, en calculant numériquement cette vitesse, qu'on n'avait jamais observée par expérience, en la calculant, on a trouvé la vitesse de la lumière, qui était connue par ailleurs avec les expériences de Romer, puis les expériences de Fizeau, etc. On a, en étudiant les phénomènes lumineux, dont on ignorait totalement qu'ils avaient quoi que ce soit à voir avec l'électromagnétisme. Quel est le lien entre la lumière et puis des cheveux qui sont attirés quand on frotte de l'ambre ou des aimants qui se repoussent? Il n'y a rien à voir. Mais rien. Eh bien, en fait, si, tout. Et ça a été... C'est-à-dire, on a compris, en voyant que les ondes électromagnétiques se propageaient à la vitesse de la lumière, à la même vitesse que ce qu'on avait trouvé pour la lumière, on a compris qu'en fait, la lumière, c'était des phénomènes électromagnétiques. De longueur d'onde bien particulières, mais que les ondes électromagnétiques pouvaient exister à d'autres longueurs d'onde, et c'est ça les expériences de Hertz, il a pu propager des signaux d'un endroit à un autre, émettre des ondes électromagnétiques, les recevoir et voir qu'effectivement on pouvait propager comme ça des signaux. Donc c'est vraiment intéressant historiquement. Effectivement, on n'a pas observé les ondes électromagnétiques avant de les trouver dans les équations. Enfin si, on les a observées parce que la lumière s'en est, mais je veux dire, on ne le savait pas. Non, oui. Éventuellement, je reviens un tout petit peu en arrière Ouais. sur l'équation de Coulomb. Comment il a fait pour mesurer les charges? Est-ce que tu vois qu'il y a du positif, négatif, ça c'est pas trop compliqué, mais pour mesurer une charge, comment il s'y prend? Ah bah... non, mais c'est des rapports de charge qu'on mesure toujours pareil, parce que l'unité... Voilà. Bah, si vous en avez deux, et puis vous les mettez ensemble, enfin, si vous avez deux identiques et que vous les mettez ensemble, ça fait 2 fois plus. Après, vous pouvez aussi établir une échelle de charge justement à partir de ces effets. Il faisait ça en frottant quelque chose avec quelque chose, enfin, qui voit qu'il y en a qui sont plus fortes que d'autres encore, mais les quantifier, c'est Ouais, c'est sacrément délicat. Ouais, c'est compliqué. Je vois vraiment pas comment. Oui, alors je connais pas le détail de ça, mais la loi s'établit en même temps que la définition des charges. C'est-à-dire que, mettons que vous avez une certaine charge là, et puis vous avez une autre charge là sur un bâton, une certaine charge qui exerce une certaine force. Si vous voyez que vous exercez une force double, vous en déduisez que vous avez 2 fois plus de charge. Une fois que la loi est connue, vous me direz, oui, mais tout ça se fait ensemble. Donc, regardez la force que vous générez, c'est une façon de mesurer la charge, en tout cas des rapports de charge, à partir du moment où vous avez un étalon commun. Donc, il y a moyen. Je ne sais pas en détail comment, mais enfin, c'est un gros travail expérimental de faire ça. Mais effectivement, c'est une bonne question. Quelle était son échelle pour mesurer les charges? Je ne sais pas. C'est intéressant. Je regarderai. Ou si vous trouvez avant moi, vous me direz. Oui. Est-ce que les conclusions qu'on a tirées des équations de Maxwell sur le champ électromagnétique, elles sont aussi communes ces propriétés à d'autres champs, comme je pense au champ gravitationnel par exemple? Et si oui, comment ça se fait? Parce que là, on ne parle pas du tout de la même chose physiquement. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Ce que je veux dire, c'est on parlait de la vitesse de propagation du champ électromagnétique. Ouais. Et en fait, j'ai entendu que ça marchait aussi avec le champ gravitationnel, dans le sens où, par exemple, on sait que la lumière du soleil nous parvient en 8 minutes. Ouais. Si on enlevait le soleil, apparemment, en fait, la Terre se rendrait compte qu'au bout de 8 minutes, elle partirait, pas tout de suite en ligne droite, mais qu'au bout de 8 minutes. Bon, bah, ça, c'est une propriété du champ électromagnétique qu'on peut translater au champ gravitationnel, parce que c'est du coup la même chose. La vitesse de l'onde va faire de la lumière ou un peu moins.
Ouais. Alors, on ne parle pas du champ gravitationnel, du coup, comment on peut transmettre dans un champ Alors en fait, donc pour bien comprendre tout ça, il faut faire de la relativité et puis la physique quantique, si on veut une formulation complète. Mais en relativité, même restreinte, hein, on comprend que tout corps de masse nulle se déplace à la vitesse de la lumière. En fait, ce qu'on appelle vitesse de la lumière, c'est une constante de l'espace-temps qui n'a rien à voir avec la lumière au départ. Il se trouve que la lumière se déplace à cette vitesse-là parce que le photon est de masse nulle. Le graviton étant de masse nulle, il se déplace aussi à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que les ondes gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière. Si toutefois, effectivement, le graviton est de masse nulle, ce qui est le cas dans les théories. Mais... La lumière, elle n'a pas la même vitesse dans n'importe quel milieu. Là, on parle de lumière. Ah, on passe de la vitesse de la lumière dans le vide. Dans ce milieu, elle est aussi masse nulle, le photon. Non. En masse effective, non. Alors le problème, c'est que, pour parler de photons, dans l'électromagnétisme, dans tout ce qu'on va faire, il n'y a pas de photons. Ça n'existe pas un photon tant qu'on ne fait pas de la théorie quantique. Quand on fait de la théorie quantique, alors on peut comprendre les choses autrement, mais si... Donc, les lois de l'électromagnétisme, les équations de Maxwell qu'on va écrire, on va les écrire dans le vide, et les équations de Maxwell dans le vide conduisent à une équation d'onde dont la vitesse caractéristique est la vitesse de la lumière dans le vide. Votre question, c'était est-ce que ça concerne d'autres ondes? Oui, ça va considérer toute autre onde ou tout autre champ dont la particule associée, quantiquement, est de masse nulle. Maintenant, si on écrit les équations de Maxwell dans un milieu, alors on va trouver, on le fera peut-être, on va trouver qu'il y a aussi une équation d'onde qui apparaît, mais avec une vitesse différente, qui est C sur N, justement, l'indice de réfraction. Donc c'est aussi contenu dans les mêmes équations, que ça va moins vite. Je ne sais pas si ça répond à votre question. OK. Alors, reprenons. Donc voilà, le passage de la force de Coulomb exprimée comme force entre deux corps à deux endroits différents. Donc le passage de cette force à la force de Coulomb exprimée non plus comme ça, mais comme simplement donc F qui s'exerce sur 2 égale Q2 E au point où se trouve 2 est vraiment une étape clé. Vous voyez que conceptuellement, ça change tout, même si c'est la même force, ça change tout conceptuellement et ça permet de résoudre le problème de l'action à distance. Évidemment, ça rajoute le problème de, OK, si donc on réagit au champ où on est à un instant donné, que se passe-t-il? C'était votre question. Que se passe-t-il si la charge se déplace? Le champ ne peut pas se déplacer, ne peut pas varier immédiatement. Et effectivement, si cette charge se déplace, pendant un certain temps, le temps qu'il faut à la lumière pour aller de là à là, le champ ici ne va pas changer. Et donc la particule ici va continuer à réagir, non pas à la présence de la charge ici, c'est même une preuve que ce n'est pas ça qui se passe, mais réagir à la présence du champ ici, qui lui ne sera changé qu'au bout d'un certain temps. Donc, tant que tout est statique, c'est exactement la même chose. Écrire ça comme ça ou comme ça, c'est pareil. Mais dès que c'est plus statique, on voit bien que c'est plus la même chose. Et ce qui gagne, c'est cette version-là. Donc il y a vraiment un champ électrique qui est généré par les charges partout dans l'univers, et chaque charge où elle se trouve réagit à la présence du champ où elle se trouve. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que on voit que si vous avez plusieurs charges, Q1, Q2, Q3, QI, et puis vous êtes ici avec une certaine charge Q. Les champs se superposent. La version initiale de Coulomb, c'est la force subie par cette charge-là, c'est la somme de la charge due, la somme de la force due à cette charge, plus la force due à celle-ci, plus celle-là. Donc la force subie par la charge Q, ça va être somme
sur tous les i, des QI fois Q, sur 4pi epsilon 0 fois donc la position de celui-là moins la position du point I là, au carré, fois U de I à là où on est, quoi. Enfin, U, je vais l'appeler comme ça. MIM. D'accord? Et ça, si vous voulez, ça va être OM moins OI. Moins OMI. D'accord? Mais là-dedans, vous pouvez mettre Q en facteur. Et ça reste Q fois quelque chose. C'est Q fois, justement, la somme de toutes les charges, enfin, de tous les champs individuels créés par chaque charge individuelle, dont on voit ici, bien sûr, qu'ils se superposent. Je sais pas si c'est clair comme ça. Ouais. Pourquoi c'est pas directement en rayon point O ou point NI? Ben non, parce que nous, on est là, mais chaque charge est en un endroit différent. Justement, sachant qu'on sonne, pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit la différence OM en OM? Bah, enfin, c'est MI, ça, c'est rien d'autre que MIM. C'est R. C'est M, c'est le point où on est au point O? Ouais, non, c'est le point où on est, là où il y a la charge Q. Bah, peu importe, c'est une origine quelque part, mais justement, ça n'en dépend pas. OM moins OMI, tel que je l'avais écrit là, ça, effectivement, c'est rien d'autre que MIM. Ça ne dépend pas de l'origine. C'est juste la distance entre les deux points. Donc vous pouvez quand même écrire ça comme QE. Donc vous réagissez à la présence du champ E là où vous êtes, et ce champ E est généré par l'ensemble des charges en fonction de là où elles se trouvent. Voilà. Du coup, l'action sur une charge en un endroit dépend uniquement de la valeur du champ là où elle se trouve, et pas de la manière dont ce champ a été produit. Le même champ peut être produit par des tas de distributions de charges très différentes. Vous pouvez avoir une charge à un certain endroit ou une autre charge à un autre endroit. Alors, la direction doit être la même, donc ce sera une charge soit plus loin et plus forte, ou plus grande, ou plus proche et moins grande, mais vous pouvez aussi avoir toute une distribution de charges. Dès lors que la somme de tous leurs petits champs créés individuellement donne le même champ final, ça donnera la même force. Donc vraiment, les particules réagissent au champ là où elles se trouvent, peu importe comment ce champ a été créé. On peut complètement oublier la source des charges dès lors, enfin la source des champs, donc la position des charges, dès lors qu'on connaît le champ créé. Et comment donc relier le champ à la charge? Bah donc on l'a vu, hein, je le remets ici parce qu'on va passer maintenant à l'expression dans le cas de distribution continue de charge. Donc pour une charge ponctuelle, donc charge ponctuelle située, charge ponctuelle QI située à la position RI, le champ créé, EI, c'est donc QI sur 4pi epsilon 0 donc le champ créé au point R, c'est ça, et donc R moins RI. Bon, en fait, je vais le mettre au cube ici. Ça vous va, ça? J'ai juste écrit le vecteur unitaire. U1, 2. C'est M1, M2. Sur norme de M1, M2, d'accord. Donc, comme en fait, c'est le vecteur unitaire divisé par la norme au carré, vous pouvez prendre le vecteur divisé par la norme au cube, ça vous donne la même chose. Ça permet de ne pas avoir à introduire des U avec des indices bizarres, parce que là,
Tout à l'heure, c'était facile. La charge centrale, elle était au point O. Enfin, la charge, elle était au point O à l'origine. Et on se plaçait au point R, c'était facile. Là, ici, la charge peut être n'importe où. Si RI, c'est le point O, ben, on retrouve ce qu'on avait avant. Si RI est ailleurs, ben, voilà, ça donne ça. Donc, une charge ponctuelle QI située en RI crée ce champ-là. Du coup, une distribution de charge crée une somme de charges comme ça. Donc, une distribution discrète de charges. Au fait, je voulais vous parler, est-ce qu'on se voit demain, peut-être? On met un petit cours demain ou pas? Non, mais si vous venez déjà, par ailleurs. Ah, vous venez pas? Bon, bah, bon, alors si vous venez pas, oui, effectivement. Ah bon? C'est quoi ce contrat-là? C'est quoi comme la semaine dernière? Bon. Et sinon, je crois que vous avez un trou mardi aussi. Mardi. Alors, par contre, bon. pas avant la level, parce qu'on finit à 12h30, on est Ah oui, le mardi, oui. Ah ouais. Ah oui, le mardi, nous on est dans le 15e. À la 8, on est sur le 8h, ouais. C'est le 16e là-bas? Ouais, c'est pareil. Bon, on en reparle. On se voit lundi, de toute façon. On se voit lundi, normalement. Bon, on en reparlera lundi, voir si on peut rajouter un petit truc avant Noël. Bon. Pardon? Voilà, c'est ça. Alors, ben ouais, maintenant qu'ils ont mis du truc bidon dedans, là, du faux sucre. Alors, distribution discrète de charge. Comme on vient de le voir, c'est juste la somme. Donc, somme sur I, dQI, R moins RI sur 4 pi epsilon 0. OK. Alors maintenant, on va introduire les distributions continues de charge. Quand vous avez une charge ponctuelle, c'est bien gentil, tout ça. Si vous en avez n charges ponctuelles discrètes, c'est bien gentil. Mais de même qu'on a introduit des densités de particules quand on a fait les milieux, les fluides, là, on va introduire une densité de charge. Hein, parce que lorsque vous avez affaire à des porteurs de charge en nombre avogadrique, on ne va pas les traiter un par un, d'accord? Donc, ça c'est important. Distribution continue de charge. Donc, dans un certain volume, vous avez des charges un peu partout, par exemple, et on va introduire exactement comme en physique des fluides, on va introduire à l'échelle mésoscopique c'est-à-dire, on va prendre un petit volume d'étau suffisamment petit pour que, à l'échelle macroscopique où on regarde, où on travaille, enfin si on travaille à l'échelle macroscopique, suffisamment petit pour que tout ça soit le même point. Hein. C'est-à-dire si je regarde le champ ici, le champ E au point M là, que la charge soit ici ou là, c'est la même distance, c'est la même direction. Bref, on prend un petit volume complètement microscopique, c'est-à-dire qu'on peut considérer comme étant ponctuel vis-à-vis de ce qu'on regarde. Mais néanmoins, très très grand par rapport à l'échelle microscopique où sont effectivement les charges, les électrons, les ions, ce que vous voulez, qui créent les charges. C'est-à-dire donc, à l'échelle mésoscopique, vous avez un nombre immense de particules à l'intérieur. Et donc, vous allez simplement définir la densité de charge comme,
Donc on va la noter ρ comme la limite de dq sur d taux quand d taux tend vers 0, mais tout en restant macroscopique, enfin mésoscopique, enfin tout en restant grand par rapport à l'échelle où se situent réellement les charges. Étant entendu que si là vous avez un nombre avogadrique, j'aime bien ce mot-là en fait. Si vous avez, non, je sais pas, si vous avez un nombre avogadrique de charges là-dedans, s'il y en a une qui sort, 12 qui rentrent, ça ne change rien, d'accord. Donc, bon, exactement ce qu'on a fait avec la physique des fluides. Vous définissez la densité de charge au point R, en un point donné, comme étant dQ sur d taux, où dQ, justement, c'est ρ de R d taux. Alors, c'est une moyenne locale et temporelle, enfin, surtout temporelle, et c'est, en fait... Non. C'est-à-dire, encore une fois, le volume est suffisamment petit pour que si vous prenez 2 fois moins ou 2 fois plus, ça vous donne la même valeur. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit stable par rapport à une petite variation du volume ici. Pour que ce soit stable, il faut que l'échelle soit suffisamment grande par rapport à l'échelle des charges individuelles, parce que sinon, si vous en prenez une de plus ou une de moins, ça va changer les choses. Et il faut que ce soit suffisamment petit pour que s'il y a un gradient de densité de charge, c'est-à-dire si la densité de charge autour de ce point n'est pas la même qu'ici, évidemment, si vous prenez un truc global, un volume trop grand, suivant, si vous réduisez un peu, ça va finir par se voir. Donc bref, le truc standard de l'échelle mésoscopique, j'en dis pas plus, j'insiste pas plus là-dessus. Donc vous définissez une densité de charge, et alors quel est le champ électrique créé par une distribution continue de charge? C'est la version continue de cette somme-là, et donc vous pouvez écrire que E au point R, alors cette somme discrète va devenir une somme continue sur tout le volume où il y a des charges. La charge ici, ce Q, là, ça va devenir ρ des taux. D'accord? Donc vous avez ρ des taux. Et puis, donc c'est toujours divisé par 4pi epsilon 0 fois la distance au carré entre le point où se trouve votre charge, vos charges et le point où vous regardez. Et puis porté par le vecteur unitaire qui relie l'un à l'autre. Donc c'est exactement pareil, ça va être, je vais l'écrire comme ça, donc R moins R' sur module de R moins R' au cube, où R' est le point courant là-dessus. Donc ça, c'est sur tout le volume où il y a des charges. Donc ici, c'est un ρ de R'. Et des taux, c'est l'élément de volume autour du point R'. D'accord? Ça va pour tout le monde, cette écriture? Ça, il faut que vous soyez à l'aise dans le passage du discret au continu. Donc, ce n'est rien d'autre que la somme des forces de Coulomb générées par chaque petit élément de volume que vous juxtaposez les uns à côté des autres pour construire le volume global dans lequel il y a des charges. Alors ce volume global, en toute rigueur, c'est censé être, c'est l'univers entier. D'accord ? Sauf que si les charges sont confinées dans un volume fini, partout ailleurs, ρ sera 0. Donc du coup, vous pouvez vous limiter au volume où il y a des charges. Mais vous pouvez aussi l'étendre à l'infini, peu importe. Tout est pris en compte par la distribution de charge ici, la densité de charge. Quelle heure est-il ? Il est 3 heures. Il nous reste... Non, 3/4 d'heure. Ouais. C'est ça. Oh là là, vous m'embrouillez là. Non. Mais d'ailleurs, je pensais qu'il était plus tard que ça, c'est bien. Ouais. On n'est pas d'accord du tout, non. Ok, donc voilà le champ. Très bien. Bon, je ne vais pas
avant de passer au champ magnétique, je vais introduire le potentiel électrostatique. Donc on est d'accord, dans toute cette partie-là, et dans les quelques cours qui suivent, on va rester dans le cadre électrostatique. C'est-à-dire les charges sont là où elles sont, elles ne bougent pas. Oui? Moi, je voudrais savoir comment on peut essayer de voir les effets d'une force électrique. Ouais. Alors en fait, du coup, c'est une force électromagnétique pour observer. On ne peut pas vraiment dire si cette propriété-là, c'est un effet électrique, celle-là, c'est un effet magnétique. Alors, au sein d'un référentiel, on peut, mais de manière générale, non, parce qu'en fait, ce qu'on verra, c'est qu'un champ électrique dans un référentiel peut apparaître comme un champ magnétique. Enfin, il y a une transformation quand vous changez de référentiel. C'est le champ électromagnétique global qui se transforme, et de l'électrique devient du magnétique devient de l'électrique. Pour vous le dire et que vous le compreniez simplement en 2 mots, les charges fixes créent un champ électrostatique et ne créent pas de champ magnétique. Donc là, comme ça, c'est réglé. Si vous avez une charge quelque part, ça ne crée pas de champ magnétique. Enfin, ça crée un champ magnétique nul, si vous voulez. C'est comme ça. On verra comment. Par contre, ce qui crée un champ magnétique, c'est une charge en mouvement. C'est un courant électrique. Donc, de même que les charges créent des champs électriques, les courants de charge, courants électriques, créent un champ magnétique. Et du coup, vous voyez bien que ça va dépendre du référentiel. Parce que dans un référentiel, la charge est au repos. Si vous changez de référentiel, d'un seul coup, elle se déplace et c'est un courant. Donc, d'un seul coup, elle va créer un champ magnétique. Donc, effectivement, on ne peut pas dire tel effet est magnétique ou électrique si on ne précise pas le référentiel dans lequel on parle. Du coup, si j'ai bien compris, vous avez commencé par expliquer l'expérience de Coulomb en 1885. Au moment T0 où les boules ne bougent pas, Ouais. on peut voir les propriétés électriques, et dès Ouais. qu'elles bougent, si on les regarde en face, elles bougent, on n'est pas dans un référentiel où la vitesse est nulle. Du coup, on a aussi des propriétés magnétiques. Ouais, si elle se déplace, il va y avoir même des ondes électromagnétiques générées, et ça va être très compliqué. Non, pas Pourtant, Coulomb, il avait conclu que c'était un mouvement qui était lié qu'à l'électricité. Oui, parce qu'on peut mesurer... Enfin, disons, Coulomb n'a pas besoin d'introduire autre chose que cette force électrique qu'il mesure et dont il donne l'expression. Parce que B est très petit. Parce que, alors, bon, il y a le champ B de la Terre, etc., mais à partir du moment où vous avez... Enfin, oui, c'est ça. C'est V qui est très petit. Je sais plus lequel est très petit. Voilà, je devais dire c'est V qui est très petit, c'est ça. V est petit devant la vitesse du... Ça, c'est pour les ondes électromagnétiques. L'effet du champ B est négligeable par rapport à l'effet du champ E tant que V est petit devant la vitesse de la lumière. Pour les ondes électromagnétiques. Mais maintenant, pour des champs associés à autre chose que des ondes, il faut faire attention. Par exemple, si vous faites un IRM, vous allez dans un hôpital, vous faites un IRM, les champs magnétiques qui règnent dedans sont colossaux. Et vous avez des effets magnétiques, bon, en l'occurrence quantiques aussi, mais vous avez des effets magnétiques qui peuvent dépasser les effets électriques. Surtout, enfin, oui. Oui, par exemple. Bon, on le verra après avec la force de Laplace. Mais si vous avez un courant dans un fil, il y a un courant, mais il n'y a pas de charge. La charge est nulle, la charge globale. Parce que vous avez les électrons qui se déplacent, mais ils sont remplacés par d'autres, puis vous avez les ions positifs. La charge est nulle, la charge totale. Donc vous n'avez pas de force électrique, au sens où vous mettez un champ électrique, le fil il va pas bouger. Il n'y a pas de charge, la charge est nulle. Donc la somme des forces électriques, pour le coup, est nulle. Par contre, vous allez avoir un effet magnétique parce qu'il y a des mouvements de charge. Mais on y reviendra. Enfin, je pense que ça se clarifiera, sinon... Ouais. Ok. Alors, R', c'est le point courant. Donc, vous avez un volume. Vous cherchez où il y a des charges. Ça, c'est le point M situé à la position R. Vous avez une origine quelque part, le vecteur R. Et puis, vous allez sommer les contributions de tous les champs produits par tous les petits volumes d'étau ici. Je pourrais l'appeler d'étau prime, mais ce n'est pas la peine. Enfin, si vous voulez, je l'appelle d'étau prime, hein, mais enfin, c'est pas la peine. Le R', c'est ça. Hein? Si on appelle M',
Ah non, 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 M est au point R. R', c'est ce qui varie. Ah. Non, mais c'est quand même... Non, 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 enfin... Bah, oui, on pourrait, mais vaut mieux... R, c'est l'endroit où on regarde, et puis après on fait... R' ici, c'est un indice... Enfin, c'est une position variable, enfin, c'est l'indice muet. C'est bon, vous voyez? Voilà. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, le potentiel électrostatique. Cette force de Coulomb, cette force électrostatique, F égale QE, c'est une force qui a une action mécanique standard, hein, c'est-à-dire si vous écrivez le mouvement d'un électron dans un champ électrique, par exemple, ou d'une charge Q dans un champ électrique, vous allez écrire, il y a toujours pareil, hein, il n'y a qu'une seule loi dans toute la mécanique, c'est la loi de Newton, mdv sur dt égale somme des forces, et donc, si la force c'est QE, alors il y a éventuellement le poids, très rapidement le poids est négligeable dès lors qu'il y a, enfin sur les particules élémentaires, dès lors qu'il y a un champ qui n'est pas complètement nul, pour un électron libre, son poids est complètement négligeable. On verra les ordres de grandeur après. Donc mdv sur dt égale QE. Et donc vous avez une force qui induit un mouvement. Vous avez un théorème de l'énergie cinétique. D de EC est égal au travail élémentaire de la force de Coulomb, etc., etc. Vous faites c'est de la mécanique standard, que la force soit d'origine électrique ou autre, elle a l'action qu'elle a selon la relation fondamentale de la dynamique. Question, s'agit-il d'une force conservative ou non? Oui. Pourquoi oui? Pardon? Alors, elle dérive d'un potentiel. En l'occurrence, si vous vous souvenez, dans l'univers, l'énergie se conserve. Théorème de Noether. Donc, toutes les forces fondamentales dérivent forcément d'un potentiel. Ou en tout cas, conduisent à un travail qui se conserve. Quand vous avez une force qui ne dérive pas d'un potentiel, comme une force de frottement, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas la vraie force. C'est un truc effectif, mais ça conserve l'énergie à une échelle microscopique qu'on n'observe pas. Donc à notre échelle, elle a l'air de ne pas conserver l'énergie. Ici, la force de Coulomb est une force fondamentale entre deux charges. Effectivement, elle doit conserver l'énergie et donc elle doit dériver d'un potentiel. Question, quel potentiel? Oui. Et alors, une force conservative, c'est aussi... je sais que ça dépend pas du chemin suivi. Oui. Le travail ne dépend pas du chemin suivi. Ah oui, d'accord. Ben oui, parce que delta W, justement, c'est moins d2EP. Ça permet que quand il y a un travail qui est fourni, c'est pas perdu, ça a changé l'énergie potentielle qui peut être restituée. Et du coup, ça ne dépend pas du chemin suivi, parce que ça, c'est juste EP à l'arrivée moins EP au début. Enfin, si on fait la somme de tout ça, le travail total, ça va être EP arrivée moins EP départ. Enfin, l'inverse en l'occurrence, parce qu'il y a le signe moins. Oui, ben, il y a de l'énergie qui est perdue parce qu'en fait, elle est transférée à l'échelle microscopique. Elle va agiter les particules, elle va chauffer le corps. Ok, donc on reprend. Cette force, on le sait, doit dépendre d'un potentiel puisque c'est une force fondamentale et que l'énergie se conserve dans l'univers. Mais si on ne le savait pas, on peut constater que cette force dépend d'un potentiel. Oui. Comment on peut définir une force fondamentale? Je sais qu'il y en a 4, on les connaît, machin. Voilà. Comment on peut dire celle-là, elle n'a pas ce critère, elle n'est pas fondamentale, celle-là, elle est fondamentale? Est-ce qu'il y a un critère? Bon, si elle dérive pas d'un potentiel, elle n'est pas fondamentale, ça, pour la raison quand même. Le problème, c'est que
ce sont les interactions, ce qu'on appelle interaction fondamentale, c'est déjà à l'échelle quantique. C'est-à-dire que rien n'est fondamental dans la description classique si on va par là. Mais en fait, ce qu'on appelle force fondamentale, dans un cadre donné de description physique, c'est une force qui ne peut être déduite de rien d'autre. Donc la force d'un ressort, en fait, on peut la ramener à des forces qui s'exercent entre les molécules à l'échelle individuelle. Voilà. On ne saurait pas le faire en pratique, donc on le mesure et puis on voit que c'est à peu près proportionnel à l'allongement. On met un coefficient K et du pouf, voilà la force. On voit bien que ce n'est pas fondamental, ça. Maintenant, la force de gravitation, elle est fondamentale. Vous ne pouvez pas la déduire d'autre chose. Pareil pour la force électrique. Ok, alors, de quelle énergie potentielle, enfin, quelle est l'énergie potentielle associée à F, à la force de Coulomb? Donc, je vais la réécrire pour une charge donnée comme la force créée sur le corps, ou disons, la force. Ok, je mets une charge. Voilà. Okay. Je mets une charge Q au point O. Je prends juste une force. Comment les forces s'ajoutent, si jamais ça dérive d'un potentiel, les énergies potentielles s'ajouteront aussi. Donc je prends le cas d'une charge placée à l'origine du repère, le plus simple possible, et une fois qu'on aura le potentiel, l'énergie potentielle associée à cette charge, si on veut, pour une distribution de charge, on fera juste la somme des énergies potentielles associées à chacune des charges. Donc je prends le cas le plus simple, une charge Q située au point O, et je regarde la force qui s'exerce au point M, situé à la position repérée par le rayon vecteur petit r. Et donc cette force, je la connais, c'est, alors si je mets ici une force, une charge, allez, Q' pour le coup, la force en question, c'est Q' sur 4 pi epsilon 0 R2 UR. Voilà. Est-ce que ça dérive d'une énergie potentielle? Réponse oui, d'accord. Question, laquelle? Absolument. EP égale, alors, QQ' sur 4 pi epsilon 0 R. Alors, avec un signe plus, avec un signe moins. Si on intègre, il y aura un moins, mais comme D2EP, c'est moins delta W. Ouais. F, c'est moins gradient de EP, hein, quand ça dérive d'une énergie potentielle, effectivement. Donc, si vous prenez le gradient de ça, ça dépend que de R, donc le gradient d'une fonction de R, c'est D sur dr dirigé suivant UR. Et donc, si je fais ça, D sur dr de ça, ça va me faire moins 1 sur R2, ça va me faire moins ça, et avec le moins, donc c'est bon. Donc, voilà l'énergie potentielle associée à cette force-là. C'est exactement comme pour la force gravitationnelle, hein, c'est la même forme, donc c'est la même forme pour la force, en remplaçant dq par dq', et puis la constante g par 1 sur 4 pi epsilon 0, mais c'est exactement pareil, donc évidemment c'est pareil pour l'énergie potentielle. Oui. Autant je comprends très bien du coup, l'expression de la force, ça veut dire que la force diminue en fonction de l'inverse de la distance au carré. Ouais. Mais donc on l'associe directement au champ E. Mais du coup, avec l'énergie, je vois pas le champ du potentiel électrique. C'est assez fou. Le potentiel est en 1 sur R. Ouais. Donc plus vous êtes loin, alors, j'allais dire plus vous êtes loin, plus le potentiel est petit. Attention, ça dépend des signes. Contrairement au cas gravitationnel où les masses sont toujours positifs, là, Q et Q' peuvent être différents. Donc, ce qu'on appelle décroître, c'est la norme qui décroît. Mais faire décroître une norme qui est négative, enfin, faire décroître en norme un truc qui est négatif, c'est la faire augmenter, en fait. Hein. Mais bon. Mais effectivement, reprenons le cas gravitationnel, avec que des masses positives.
plus vous êtes loin, plus la force décroît. Plus l'énergie potentielle grandit, parce que vous avez le signe moins. La force, c'est moins Gm, M1, M2 sur R2, UR. Ça, c'est la force. Et donc l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est moins G, M1, M2 sur R. Donc, effectivement. Là, si les masses, si les charges sont opposées, c'est pareil, puisqu'en fait, les charges opposées s'attirent. Non, si, c'est ça. Plus vous êtes loin, moins elles s'attirent, mais plus l'énergie potentielle augmente, parce que vous gagnerez plus d'énergie si vous les laissez venir l'une à l'autre. Ouais? Non. Dans le champ gravitationnel, si j'augmente la distance entre le corps et la Terre, le centre de la Terre, l'énergie potentielle augmente parce que je dois lutter contre la force de gravitation pour élever le corps. Mais du coup, si je le lâche, je vais gagner plus d'énergie. Donc l'énergie potentielle est plus grande là-haut, parce que je vais déjà récupérer tout ce que j'ai dû payer pour le monter, puis après tout ce qui reste encore à gagner. Donc effectivement, si j'éloigne deux corps qui s'attirent, ça me coûte de l'énergie, et justement comme l'énergie se conserve, elle sera restituée, cette énergie que ça m'a coûté pour les éloigner alors qu'elles s'attiraient. Donc plus j'éloigne des corps qui s'attirent, plus l'énergie potentielle sera grande. Maintenant, si les corps se repoussent, c'est au contraire, plus je les rapproche que je gagne de l'énergie. Parce qu'en les rapprochant, je dois lutter contre la force qui cherche à les éloigner. Et cette lutte n'est pas vaine, puisque effectivement, l'énergie que j'ai dépensée pour les rapprocher alors qu'ils se repoussent, je vais la regagner quand effectivement, si je les laisse faire et qu'ils s'éloignent à nouveau. Donc, deux corps qui se repoussent, c'est quand je les rapproche que j'augmente l'énergie potentielle. Je donne plus de capacité au système à reproduire de l'énergie ultérieurement. Oui. L'expression de l'énergie potentielle, c'est il y a un moment, si on met quelque chose suffisamment loin de la Terre, il retombe plus. Ah si. Ah bah si, vous pouvez le mettre à l'autre bout de l'univers, il va tomber quand même. Si vous le mettez au repos. Oui, alors ça c'est une fausse idée classique. On pense qu'on va dans l'espace et il n'y a plus de gravitation. Non, si. La gravitation, votre poids dans la Station spatiale internationale où vous flottez comme ça, là, votre poids est strictement le même, enfin, quasiment le même qu'ici. Vous êtes juste 400 km plus loin du centre de la Terre. Le rayon de la Terre, c'est 6400 km. Donc, au lieu d'être à 6400 km, vous êtes à 6800 km. Ouais, ok. Le 1 sur R2, il n'a pas beaucoup varié. Donc, et si vous allez sur Pluton, la Terre vous attire encore. Ok, mais quand on nous lâche, on ne se retrouve pas contre le sol de la station. Ah, parce qu'elle est en train de tomber aussi, elle. Non, mais surtout parce que vous avez une vitesse dans le référentiel. Vous êtes en train de tourner comme ça. Donc oui, vous tombez, mais vous partez. Si justement vous ne tombiez pas, vous partiriez tout droit. Mais parce que vous tombez, si vous êtes en train de tomber en permanence. Si à un moment vous cessez de tomber, pouf, partez tout droit. C'est exactement comme la fronde. Ça tourne en rond comme ça parce qu'il y a l'élastique qui tire vers l'intérieur. Si à un moment vous coupez l'élastique, c'est-à-dire vous ne tirez plus, bah c'est bon, ça part tout droit. Donc oui, on subit le poids dans... Justement, je le comprends très bien avec la mécanique, mais avec l'électrostatisme, je comprends pas, parce que deux charges qui s'attirent, je les éloigne, la force, elle est moindre, on le voit très bien avec la formule, ça marche. L'énergie potentielle, elle diminue aussi. Ah non, elle augmente. Mais pourquoi? Bah, s'il s'attire, non, s'il s'attire, ça c'est négatif. S'il s'attire, ça c'est négatif. Et du coup, si vous diminuez la négativité, vous augmentez. Ok? Bien, alors,
Donc ça, c'est l'énergie potentielle associée à la force électrique. Donc même si on ne savait pas que l'énergie se conserve, on verrait que, en tout cas pour cette force, oui, elle dérive d'un potentiel. Donc on peut associer une énergie potentielle de telle sorte que si j'écris l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, ça va être une constante du mouvement. Et donc l'énergie se conserve, en tout cas pour cette force. Bon, en l'occurrence, comme je le disais, ce n'est pas une surprise puisqu'on sait que la force électromagnétique est une force fondamentale, donc elle doit dériver d'un potentiel. En tout cas, même si on ne le savait pas, c'est le cas, il suffit de regarder. Alors, on introduit maintenant le potentiel, et là il y a un danger, parce qu'on dit la force dérive d'un potentiel, on devrait dire dérive d'une énergie potentielle, et l'habitude de langage fait ça. On va introduire maintenant un potentiel, vraiment potentiel, ce qu'on appelle le potentiel électrostatique, définition. Le potentiel électrostatique, qu'on note V, c'est un champ scalaire, c'est-à-dire en chaque point vous avez une certaine valeur, et cette valeur est un scalaire, c'est un scalaire, un vecteur, un scalaire, donc tel que l'énergie potentielle soit égale à Q. L'énergie potentielle d'une charge, je vais mettre, d'une charge Q dans le champ E, soit QV. En fait, c'est simple. Hein. On a F égale QE, c'est-à-dire que la force est proportionnelle au champ. De la même façon, on va avoir l'énergie potentielle. Pardon, je voulais dire la force est proportionnelle au champ, mais je veux dire la force est proportionnelle à la charge. Et de la même façon, donc vous sortez la charge, il reste le champ qui dépend que de ce qui crée le champ. De la même façon, vous avez l'énergie potentielle qui est proportionnelle à votre charge à vous. Et le reste, vous l'appelez potentiel électrostatique. Oui. Non. Ouais, voilà. Une force est conservative si elle dérive d'un potentiel. Ce qui est équivalent au fait que, effectivement, le travail le long d'un trajet ne dépend pas du trajet, mais uniquement du point d'arrivée et du point final. Voilà. Si elle dérive d'un potentiel, elle est conservative, absolument. Ouais. C'est ça le critère effectif. Donc, vous voyez l'idée. On a F qui vaut QE et on définit cette force dérive d'un potentiel, d'une énergie potentielle. Et on introduit le potentiel électrostatique de cette façon-là, c'est-à-dire que puisque F égale moins gradient de EP, par définition de l'énergie potentielle, on a en fait, avec cette définition, E qui vaut moins gradient de V. Donc c'est juste, on décide de mettre à part la charge Q, puisque tout est proportionnel à cette charge. L'idée du champ E, c'est justement d'accéder à d'introduire une grandeur physique qui ne dépend que du lieu où on se trouve et pas de la charge qui s'y trouve. De la même façon, l'énergie potentielle dépend de la charge qui s'y trouve, mais on introduit le potentiel électrostatique qui, lui, ne dépend que du lieu où on se trouve et pas de la charge qu'on y met. Donc on fait sortir cette charge qui concerne le système qu'on regarde pour faire apparaître les grandeurs purement électrostatiques que sont le champ électrostatique et le potentiel électrostatique. Et puisque F égale moins gradient de EP, en fait, E égale moins gradient de V. Donc vous pouvez définir, si vous voulez, le potentiel électrostatique comme le potentiel dont dérive le champ électrostatique.
Donc, de même qu'on dit que la force dérive d'une énergie potentielle, on dit que le champ électrostatique dérive d'un potentiel électrostatique V ici. Donc, le champ E dérive le champ E électrostatique dérive du potentiel électrostatique. Et là, on appelle vraiment potentiel. L'autre, on devrait dire énergie potentielle. Donc, dérive du potentiel électrostatique V. Voilà. Donc, la définition de V, potentiel électrostatique, c'est la chose dont dérive le champ E, c'est-à-dire c'est le quelque chose qui, si on prend moins le gradient, donne E. C'est la définition de V. Voilà. Il se trouve que c'est pratique, de la même façon que l'énergie potentielle est pratique par rapport à la force, eh bien, le potentiel électrostatique est pratique par rapport à V, parce qu'en fait, si ça c'est un vecteur, c'est un champ de vecteur. En chaque point, vous avez les trois composantes du vecteur. Ça, c'est un champ scalaire. En chaque point, vous avez la valeur du potentiel. Si vous avez ça, ça suffit à retrouver ça. Vous prenez moins le gradient et vous l'avez. Donc en fait, ça résume. Si vous connaissez le potentiel, vous connaissez le champ. C'est juste moins gradient de la chose. Et vous connaissez aussi la force, bien sûr, qui vaut QE. Donc toutes les actions électrostatiques peuvent être amenées à ce potentiel électrostatique dont tout le reste dérive au sens propre et au sens figuré. OK ? Bon, ben ça s'appelle comme ça. Potentiel. Et du coup, le potentiel électrostatique créé par une charge Q au point O, le potentiel créé au point R, eh bien, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R, et c'est tout. OK ? Donc ça, c'est le potentiel électrostatique créé par la charge Q en haut. Donc il est positif si la charge Q est positive, il est négatif si la charge Q est négative. Ben voilà, très bien, qu'à cela ne tienne. C'est proportionnel à la charge. Du coup, pour une charge Q effectivement en haut, vous pouvez tracer les équipotentiels. Les équipotentiels, c'est les endroits où le potentiel vaut la même chose, vaut une certaine valeur. Ben, V égale constante si R égale constante. Donc, les équipotentiels, ce sont les sphères, à 3D, centrées sur Q. Ouais. Voilà les équipotentiels. Et alors, si Q est positif, le potentiel décroît. Si Q est négatif, le potentiel croît. C'est-à-dire qu'il est de moins en moins négatif quand vous vous éloignez. Quelles sont maintenant les lignes de champ ? Eh bien, de même que les lignes de force sont orthogonales aux lignes EQI et énergie potentielle, les lignes de champ sont orthogonales aux surfaces. J'ai dit lignes, je vais dire surface, EQI, énergie potentielle. Les lignes de champ sont orthogonales aux surfaces équipotentielles. Pourquoi ça ? Parce que, par définition du gradient, si vous faites E scalaire dr, ça va vous donner moins grade V scalaire dr. Et donc, par définition du gradient, grade V scalaire dr, c'est dV. Donc ça va vous donner moins dV. Moralité, si vous vous déplacez le long d'une surface équipotentielle, c'est-à-dire que votre dr, il ne fait pas varier V, vous restez sur la même surface équipotentielle, alors vous avez E scalaire dr qui vaut 0.
Donc E est orthogonal à tous les déplacements qui restent dans la surface équipotentielle. Donc, en chaque point, le champ E est orthogonal à la surface équipotentielle en ce point-là. Et effectivement, c'est quoi les orthogonales? Pas terrible ma sphère. C'est quoi l'orthogonale à une sphère? Bah, c'est le rayon. Donc si Q est positif, je vais mettre Q positif ici. En chaque point, le champ est orthogonal à la surface équipotentielle, et vous avez un champ qui est radial. Alors en fait, c'est parce que le champ est radial que l'équipotentiel est une sphère. Mais vous pouvez aussi le voir dans l'autre sens, c'est parce que les équipotentiels sont des sphères que le champ est radial. Enfin, tout ça se tient par la formule qui donne l'un en fonction de l'autre. Le champ dérive d'un potentiel. Et dans le cas très particulier d'une charge ponctuelle, les surfaces équipotentielles sont des sphères centrées sur cette charge, et les lignes de champ sont radiales par rapport à cette charge. Donc ça, c'est pour une charge positive. Maintenant, pour une charge négative, bah il y a un moins ici, donc ça reste des rayons, mais ça va être dans l'autre sens. Donc si vous avez Q négative, les surfaces équipotentielles sont toujours des sphères centrées sur la charge. Et les lignes de champ sont radiales, mais cette fois orientées vers le centre. Alors ça, c'est une règle générale. Le champ, on dit le champ décroît les potentiels. C'est pas joli, mais il est orienté dans le sens des potentiels décroissants. Il est orthogonal aux surfaces équipotentielles et il va du côté où ça décroît. Donc là, ça décroît vers l'intérieur. Donc, en fait, une charge négative, c'est un puits infini de potentiel. Si la charge est négative, quand R tend vers 0, le potentiel tend vers l'infini, négativement ou positivement. Donc une charge dans l'espace, c'est un puits d'énergie, c'est un puits de potentiel électrostatique. Et le champ va des potentiels les plus grands aux potentiels les plus petits, toujours. Là, une charge positive, c'est un sommet infini d'énergie potentielle, et le champ va toujours du potentiel le plus élevé, l'infini, vers de moins en moins grand. Donc il décroît en s'éloignant comme ça radialement. Alors, j'ai écrit ça comme ça. On a vu que la définition de V, c'est que V, c'est moins gradient de E. E, il est ce qu'il est. Ça, c'est ce qui est donné par la loi de Coulomb. E égale moins gradient de... Pardon. Je ne sais plus ce que j'ai dit une bêtise. La définition de V, c'est que E égale moins gradient de V. Du coup, si j'ajoute n'importe quoi à V, une constante, le gradient sera toujours le même. Donc en fait, V, de même que l'énergie potentielle est définie à une constante près, le potentiel électrostatique est défini à une constante près. Donc je pourrais ajouter ici n'importe quel V0, et ça resterait le potentiel ou un potentiel associé au champ électrique, électrostatique. Alors en général, quand on a une charge comme ça, ponctuelle, on se débrouille pour que ça vaille 0 à l'infini. Juste, c'est plus simple. Mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez là, ça ne changera rien. Et quand vous avez une distribution de charges, y compris avec des charges qui peuvent aller jusqu'à l'infini, pourquoi pas, à ce moment-là, vous n'allez pas forcément choisir que le potentiel soit nul à l'infini. Il ne pourra peut-être même pas toujours l'être. Bon, mais c'est un détail. Le potentiel est défini à une constante près, comme il se doit, puisque le potentiel n'a de sens qu'à travers son gradient. Ok, donc ça c'est les lignes de champ pour une charge négative, ça c'est les lignes de champ pour une charge positive. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe quand on a une charge positive et une charge négative? Bah, la somme des champs, alors ils vont s'attirer, mais si je les cloue, j'en cloue une là, négative, j'en cloue une là, positive, quelles sont les lignes de champ? Bah, et quelles sont les surfaces équipotentielles? Bah, c'est simple, hein. Les champs s'ajoutent. Chaque charge produit son propre champ, donc en un point donné, vous ressentez le champ produit par l'autre plus le champ produit par l'autre, enfin par la première puis par la seconde. Et pareil, le potentiel s'ajoute, hein, puisque la relation E égale moins gradient de V est linéaire.
E1 plus E2 égale moins gradient de V1 plus V2. Donc les potentiels s'ajoutent, les champs s'ajoutent. Et donc, voilà, il suffit de l'écrire. Donc, en fait, le potentiel créé par une distribution discrète de charge, ça c'est pour une charge au point O. Pour une distribution discrète de charge, vous allez avoir la somme pour toutes les charges QI de QI sur 4pi epsilon 0, R, où R est la distance de là où vous êtes à l'endroit où est la charge en question. Donc, facteur de R moins RI, donc le potentiel O point R, voilà, la norme de R moins RI. Voilà. Donc voilà, c'est très simple, hein, on ajoute les contributions de chacune des charges individuellement. Et si vous avez une distribution, donc ça c'est distribution discrète, si vous avez une distribution continue de charge, le potentiel O point R, eh bien ça va être la somme sur tout le volume où il y a des charges de la densité de charge fois le volume élémentaire autour du point considéré, donc la charge, divisé par 4pi epsilon 0 fois cette norme aussi, hein, R moins R'. Donc si vous savez calculer le potentiel créé par une charge, vous savez calculer le potentiel créé par n'importe quelle distribution de charge, discrète ou continue, ou une association des deux. C'est juste la somme, vous ajoutez les contributions. Oui? Il me semble que V, ça dépend de R scalaire et pas des ordres. Ah non! Non, V est un scalaire qui dépend de la position où on est. La position où on est, c'est le vecteur R. Alors ce petit R, c'est la norme de R. En l'occurrence. Oui, oui. Mais ça revient pas au même de mettre tout en R. Ben non, parce que... Je comprends que c'est mieux écrit comme ça. Mais... Non, ça ne revient pas au même, parce que si j'écris ici V de R, ah non, c'est surtout que ça ne marche pas, parce que si le potentiel, donc si j'ai ces deux charges et que je me mets là, moi je veux connaître la valeur du potentiel en ce point-là. Donc, je ne sais pas, j'ai une origine ici en haut là. Vous croyez que le potentiel ici ne dépend que de la distance entre O et R, que de ce petit r? C'est-à-dire que si je suis ici, c'est le même potentiel? Non, pas du tout. Le potentiel va dépendre de où on se trouve, pas de la distance à laquelle on est de l'origine du repère qu'on a choisi au hasard. Donc le potentiel dépend de où on se trouve. Et où on se trouve, c'est défini par le rayon vecteur. Ce R-là, si je prends une autre origine, un autre repère, ce R va être différent, qu'à cela ne tienne. Mais le potentiel en ce point-là, il vaut ça. Et ça, c'est indépendant du choix de l'origine. Si vous mettez R ici et pas vecteur, alors ça va dépendre du choix de l'origine. Et surtout, ça va être faux, puisque deux points qui sont au même petit r, mais pas au même vecteur R, n'auront pas le même potentiel. Non? C'est le potentiel au point R. Comment je choisis l'origine dans un problème comme ça? Alors, cette expression est indépendante du choix de l'origine. Ok, mais si on devait faire un schéma, comment? Par exemple, là, dans votre dessin, Ouais. l'origine, elle est au centre. Oh, elle est où vous voulez? Vous la voulez là? Elle est là. Vous la voulez là? Elle est là. Non, parce qu'en fait, on m'avait jamais fait la remarque avant. On s'arrangeait pour que l'origine soit en droite. Alors, si vous avez une charge, si vous écrivez ça, là, oui, ça c'est pour une charge Q en haut. Pour une charge Q en R0, au point R0, alors voilà. Voilà. D'accord? Ce R moins RI, là, ce n'est rien d'autre que MIM. D'accord?
Ouais. Et là aussi, je peux écrire MIM, mais bon, c'est plus joli comme ça. Enfin bon, ouais. Je peux faire ça. Et je somme sur tous les MI dans le volume. C'est pareil. OK, c'est bon? Alors, bien évidemment, ça, c'est le gradient du champ associé. Le champ associé, c'est moins gradient de ça. Le champ E créé par une distribution discrète de charge, c'est moins gradient de cette somme. Et le champ E qu'on a écrit tout à l'heure, créé par une distribution continue de charge, c'est moins gradient de celle-là. Évidemment, les intégrales commutent avec la prise du gradient, puisque tout ça est linéaire. OK, alors prenons ce cas-là. On va pas le faire, ça pourrait être un exercice, mais on va le faire qualitativement, on ne va pas le faire quantitativement. Puisqu'on a dessiné ici les lignes de champ pour une charge moins ici, seule au monde, et puis là, une charge plus ici, seule au monde, quelles sont les lignes de champ pour ces deux charges posées dans l'espace comme ça? Par symétrie, tous les points qui sont sur la ligne qui relie les deux charges ici vont avoir un champ qui est orienté le long de cette ligne. Alors le champ va des plus hauts potentiels aux plus bas potentiels, puisque E c'est moins gradient de V. Le gradient va dans le sens où V augmente, moins gradient de V va dans le sens où V diminue. Donc en fait, le champ, il est comme ça ici, sur cette ligne. Par ailleurs, toujours par symétrie, dans le plan médian ici, c'est un petit peu moins simple à le voir par symétrie. Ouais, il va être perpendiculaire. Le champ, en chacun de ces points-là, il va être perpendiculaire comme ça. Alors, il sera de plus en plus petit quand on est de plus en plus loin. Donc, ça va être un truc un peu comme ça. Enfin, là, il va être plus grand ici et puis plus petit. Ouais. Si vous tracez les lignes de champ, en gros, les parties ici, elles vont être peu modifiées par celle-là, pas parce qu'il y a là-bas, parce qu'on est loin, et donc la contribution du potentiel ou du champ, elle est du potentiel est en 1 sur R, du champ, elle est en 1 sur R2. Donc plus on est loin, moins ça va changer. Donc en fait, ici, ça ne va pas trop changer, puis là, ça va changer un peu, et donc les lignes de champ, elles vont être un peu comme ça, quoi, grosso modo. Ici, elles vont... Alors, oui, enfin, mon truc de la symétrie, il ne marche que si c'est les mêmes valeurs des charges. Sinon, ce serait ailleurs. En fait, parce que là, j'ai pris Q positif, Q négatif. Si c'est la même valeur absolue, ce que j'ai dit avant est vrai. Sinon, non. Mais enfin... Il y aurait un axe quelque part qui serait le barycentre, le plan médian barycentre des... Bon. Non, on le fait à la louche juste pour que vous voyez comment ça se passe. Donc en gros, enfin ouais, bref. Vous voyez l'idée. Et puis là, ça va quand même, ça c'est des lignes de champ qui vont quand même partir à l'infini. Ici, il va y en avoir qui partent, mais qui finissent quand même par revenir. En fait, non, elles vont toutes revenir en vrai. Sauf exactement celle-là qui part à l'infini, sinon les autres, elles vont toutes revenir. Pourquoi c'est le potentiel des deux charges en norme stricte, en norme identique, mais en réalité opposée avec le vecteur? Pourquoi alors on n'aurait pas un endroit où, disons qu'on n'aurait pas d'orientation d'un vecteur nu? Ah ben non, parce que là vous avez des potentiels élevés, et là vous avez des potentiels bas. Par contre, si vous avez deux charges de même signe, effectivement, sur le plan médian, là, le champ va être... Alors, non, il ne va pas être nul. Il n'y a qu'au milieu qui va être nul. Au milieu, il va être nul. Voilà. Et après, il va... Ouais, en fait, sauf qu'elle va fuir comme ça. Ah bah, sauf si elle est négative, elle peut revenir. Non, parce qu'elle va... Oui, mais à ce moment-là, elle va venir rejoindre l'une ou l'autre des charges. Je vais faire le dessin. Bon, je vais faire le dessin en plus petit, façon à dessiner un peu plus de choses. Donc ça, c'est des choses qui se calculent. Vous faites la somme des 1 sur 4 pi epsilon 0 r
enfin Q1 sur 4 pi epsilon 0 R, R1 plus Q2 sur 4 pi epsilon R2, et puis vous tracez les lignes de champ, vous tracez les équipotentiels, et vous allez voir ce que ça donne. Donc si je le refais ici, si ici j'ai moins Q et là plus Q, donc là comme ça explicitement c'est la même norme, j'ai effectivement des lignes de champ qui vont faire comme ça. Alors ça fait un champ qui, quand on se met de loin, est un champ dipolaire. On y reviendra sur les dipôles. C'est intéressant. Donc en gros, ça fait ça. La ligne de champ là, elle va loin, 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 puis elle revient là. La ligne de champ là, elle va loin, 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 et puis elle revient là. Et puis il y a celle-là qui va à l'infini et qui revient. L'infini là-bas, c'est le même que là-bas, hein, mathématiquement, et qui revient là, c'est assez joli. Donc voilà la structure des lignes de champ quand vous avez deux charges comme ça. Et donc les équipotentiels sont orthogonales. Donc ici c'est facile, c'est le plan médian. Et puis là, en chaque point, elles sont orthogonales, donc ça fait un truc comme ça. Oui, alors au voisinage ici, ça reste quasiment des sphères un peu déformées. Hein, si vous faites un zoom là-dessus, vous avez la même structure qu'ici. Si vous êtes suffisamment près pour que le 1 sur R ici fasse diverger et que l'autre devienne négligeable, du coup vous avez la même structure. Donc près de la charge, vous avez toujours la même structure de lignes de champ qui convergent. Et donc voilà, en fait, pardon, c'était un mauvais dessin, voilà. Donc, voilà les surfaces équipotentielles, elles sont comme ça, elles sont quasiment des sphères parfaites au début, puis ces sphères se déforment sous l'influence des autres, au point de devenir ici une sphère de rayon infini, c'est-à-dire un plan, et puis ça repart de l'autre côté, et puis voilà, et puis au voisinage, ça finit par faire des voilà. Donc voilà la structure quand vous avez deux charges. Maintenant, si vous aviez deux charges de même signe, on peut le faire aussi, c'est peut-être pas mal, ça forge un peu l'intuition. Évidemment, tout ça peut s'écrire mathématiquement sans difficulté. Si vous avez deux charges de même signe, plus Q et plus Q, hein, ou moins Q et moins Q, vous avez, donc on va dire que c'est des charges plus, le champ au voisinage de la charge, ça reste les lignes de champ standard avec les équipotentiels qui sont des sphères comme ça. Mais vous avez effectivement ici une équipotentielle. Non, pardon, elle n'est pas équipotentielle. Qu'est-ce que je dis? C'est pas équipotentielle. Non, oui. Oui, non, ça fait pas ça, ça va faire. Ouais, la ligne de champ va être comme ça, ici. Le champ sera strictement 0 ici, mais sinon, il est 1, puisque là, vous avez une contribution là, plus une contribution là, la somme est là. Donc, sur ce plan-là, enfin, sur cette ligne ici, là, dans le plan, on a une ligne de champ centrale ici, enfin, comme ça. Et puis, non, je devrais faire en blanc. Oui, donc vous allez avoir des trucs qui font comme ça, là. Et celle qui vient là, il va s'arrêter là. Mais voilà, la ligne de champ, elle bifurque comme ça. D'accord? Vous le voyez, le truc, à peu près? Et là, ça part de l'autre côté. Non, c'est pas une équipotentielle, effectivement. Non, les équipotentiels vont être orthogonales ici, au contraire. Donc ça va faire des choses comme ça, en fait. Au bout d'un moment, oui, d'ailleurs, c'est normal. Ah oui, ça, c'est intéressant. Vous voyez, quand on réfléchit, on comprend mieux. En fait, si vous regardez de loin,
ces deux charges-là n'en sont qu'une. Une charge double. D'accord? Si vous êtes très très loin, le champ créé en ce point-là, le vrai champ E, qui est égal à E1 plus E2, le champ créé par la première charge, plus le champ créé par la deuxième. Donc le premier, c'est comme ça. Le deuxième, c'est comme ça. Plus vous êtes loin, plus ces deux champs, ils vont être quasiment le même. D'accord? La différence, le 1 sur R2, la différence de distance va être négligeable si vous êtes déjà très très loin. Très très loin plus ça, ou très très loin tout court, c'est pareil. Et puis en direction, c'est pareil. Donc en fait, très très loin, vous allez juste voir deux fois la même contribution au champ. Donc tout va se passer comme si vous aviez deux fois la charge au centre. Et donc, très très loin, le champ créé par une charge 2Q quelque part, bah, c'est le champ avec radial et puis avec les équipotentiels qui sont des sphères centrées là-dessus. Donc les équipotentiels, les voilà. Très très loin, c'est d'accord? Très très loin, ça va être des sphères. Ça, très très loin, c'est un champ nul. Ça, très très loin, c'est un champ nul. En fait, c'est un champ dont on verra qu'il décroît, au lieu de décroître en 1 sur R2, comme pour une charge ponctuelle, il va décroître en 1 sur R3. Parce que la partie en 1 sur R2, en fait, bon, c'est le dipôle électrostatique, on le traitera après. Si vous êtes très loin, de même que le champ créé par celui-là et le champ créé par celui-là deviennent les mêmes au premier ordre quand vous êtes très loin, de même, le champ créé par celui-là et le champ créé par celui-là, quand vous êtes très loin, devient les mêmes au premier ordre, mais avec un signe opposé. Donc la somme fait 0 au premier ordre. On verra ça tranquillement. Quelle heure est-il? Ah, non. Oh là, on vous la fait pas là. Après les vacances, vous êtes rassérénés, ça va pas ça? Enfin les vacances. Les stages. Ouais, c'est bientôt, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire juste pour finir ça? Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Vous avez chimie, là? Vous êtes sûr? Peut-être qu'elle n'a pas pu venir et qu'on peut continuer. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc vous voulez pas qu'on se voit demain? On se voit lundi, quoi. C'est pas qu'on veut pas, hein. Si, d'accord. Ok, bon, ben, bon week-end. Non, ça va.